Bonjour et bienvenue dans Radio Finance. Alors, on se pose souvent la question, cet argent qu'on a dans la poche, d'où il vient? Ça a toujours été comme ça, des pièces, des billets. Bonjour. Oui, c'est une question fondamentale. Et pour y répondre, on va faire un petit voyage, un grand voyage même, sur 5000 ans, pour saisir l'essence de la monnaie et voir où elle va. Ça va être rapide, mais je pense éclairant. Super programme. Alors, par où on commence? L'image classique, c'est le troc, non? J'échange mes poules contre ton blé. Eh bien, figurez-vous que c'est surtout un mythe. Le troc direct comme ça, à grande échelle, ça n'a quasiment jamais existé comme système principal. Ce qu'on voit apparaître bien avant, ce sont des systèmes de crédit, de dette en fait. De la dette avant la monnaie sonnante et trébuchante. Exactement. Les plus anciennes traces écrites qu'on ait retrouvées, comme les tablettes sumériennes vers moins 3000 avant Jésus-Christ, ce ne sont pas des poèmes épiques. Ah non, C'était quoi alors? c'était des registres de dette. Tenus par des temples, des autorités. La confiance, en fait, était déjà là au centre de tout. On a même un nom, Kushim, le premier comptable connu. Incroyable. Kushim. Et les pièces alors, elles arrivent quand? Beaucoup plus tard. On parle de la Lydie, l'actuelle Turquie, vers moins 650 avant notre ère. C'est le roi Crésus qui fait frapper les premières vraies pièces. Ah, le fameux Crésus. Lui-même, en électrum, un mélange naturel d'or et d'argent. Et l'objectif premier, c'était assez pragmatique, payer son armée de façon standardisée. D'accord. Et ce mot « monnaie », il vient d'où d'ailleurs? Ah, c'est intéressant ça. Ça vient du temple de Juno Moneta, à Rome. C'est là qu'on frappait la monnaie romaine. Et moneta, ça veut dire celle qui avertit, la conseillère. Toujours cette idée de confiance, de garantie derrière. Mais cette confiance, elle n'a pas toujours été au rendez-vous, j'imagine. Hélas, non. L'histoire est pleine d'exemples où elle a été trahie. Les États ont souvent été tentés de tricher un peu. Comment ça, tricher? Par exemple, l'Empire romain reniait les pièces physiquement ou diminuait la quantité d'argent dedans. Plus tard, avec le papier-monnaie, qui vient de Chine d'ailleurs, puis arrive en Europe avec des gens comme John Law, la tentation est devenue énorme. On imprime pour financer les guerres, les projets. Et là, c'est la porte ouverte à l'inflation, la perte de valeur. Exactement. Conséquence directe, c'est l'inflation. On a des exemples dramatiques, la République de Weimar, le Zimbabwe plus récemment. Ça montre bien la différence entre une monnaie dure, difficile à produire en grande quantité, comme l'or. Oui, l'or, son stock augmente très lentement par rapport à ce qui existe déjà. Voilà, le fameux ratio stock-flux élevé qui lui donne sa stabilité. Et à l'opposé, une monnaie faible, facile à créer, donc vulnérable à l'inflation. Et le contrôle de l'État là-dedans, il a évolué comment? Il est devenu central. Les États ont progressivement centralisé l'or, puis le coup de grâce, si on peut dire, c'est 1971, Nixon aux États-Unis qui suspend la convertibilité du dollar en or. La fin de l'étalon or. C'est ça, le début de l'ère fiat pour tout le monde. Une monnaie qui ne repose plus sur un métal précieux, mais uniquement sur la confiance dans l'État qui l'émet. Ce que certains économistes, comme Hayek de l'école autrichienne, critiquaient fortement, non? Ce monopole de l'État. Tout à fait. Pour eux, ça ouvre la porte à la manipulation, à l'inflation pour des raisons politiques, sans contre-pouvoir réel. Et puis, paf! Révolution numérique. L'informatique change tout. D'abord, on dématérialise l'argent qu'on connaît. Oui, les virements, la carte bleue. Et puis en 2008, arrive quelque chose de totalement différent. Bitcoin. Satoshi Nakamoto, c'était quoi l'idée derrière? Bitcoin est né juste après la crise financière de 2008. L'idée, c'était de créer une alternative. Une monnaie numérique, mais dure, quantité limitée à 21 millions, et surtout indépendante des États et des banques. Décentralisé, c'est ça le mot-clé. Exactement. Grâce à la blockchain, ce grand livre de comptes publics, distribué, sécurisé, qui, en théorie, rend une banque centrale inutile pour valider les échanges. L'objectif, c'est de redonner le contrôle aux individus. Forcément, les États et les banques centrales ne regardent pas ça sans réagir. On entend parler des MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. Oui, c'est la réponse officielle en quelque sorte. L'idée, c'est de proposer une version numérique de l'euro, du dollar, etc. Plus efficace, peut-être, plus facile pour tracer les flux. Mais avec des risques aussi, j'imagine. Ah oui, le risque principal, c'est celui d'une surveillance généralisée. Si toutes les transactions passent par une base de données centrale, On peut tout savoir, tout contrôler. potentiellement. Il y a même eu des expérimentations en Chine sur une monnaie programmable, avec une date d'expiration pour obliger les gens à dépenser. Ça pose d'énormes questions sur les libertés. C'est vertigineux.
Et au-delà de ces monnaies numériques, qu'elles soient centrales ou décentralisées, est-ce qu'il y a d'autres pistes explorées pour le futur de la valeur? Des choses plus étonnantes. Oui, il y a des réflexions intéressantes. Par exemple, l'idée de valoriser ce qu'on considère aujourd'hui comme des antivaleurs. Des antivaleurs, c'est-à-dire? Les déchets, la pollution. L'idée serait, grâce à la connaissance, à l'innovation, de les transformer en ressources, en richesses. On parle parfois de croissance vespasienne. Vespasienne, comme l'empereur romain? Oui. Celui qui avait taxé l'urine à Rome, transformant un déchet en source de revenus. C'est une image, bien sûr, mais ça nous invite à repenser ce qui fait la valeur. Fascinant. Bon, si on essaie de résumer ce tour d'horizon express, de la dette gravée dans l'argile il y a 5000 ans jusqu'aux cryptos et aux idées pour demain, la forme a radicalement changé. Complètement. Mais le fond, lui, reste le même. La monnaie, c'est avant tout une histoire de confiance, un langage commun pour échanger. Et l'histoire montre bien cette tension constante, non? Entre le besoin de confiance, de stabilité. Et la tentation du contrôle, de la manipulation par ceux qui émettent la monnaie, que ce soit un temple sumérien ou une banque centrale moderne. C'est un peu le fil rouge de toute cette histoire. Du coup, la grande question pour nous, aujourd'hui et demain, c'est quelle forme va prendre cette confiance à l'ère numérique? Et comment on navigue là-dedans pour garder une certaine liberté? Ce sont les questions essentielles, oui. Et pour continuer à y réfléchir, à décrypter tout ça simplement, Eh bien, une seule chose à faire. Abonne-toi à Esprit Finance pour comprendre la finance simplement avec Radio Finance.